Vu comme l'une des fuites les plus téméraires de tous les temps, cet événement a gravé à jamais l'histoire des établissements de très haute sécurité. 3 prisonniers sont parvenus à s'extraire d'un pénitencier insulaire coupé du monde. Une prouesse jugée irréalisable qui a déjoué tous les pronostics et plongé l'administration dans une confusion totale. Par quels moyens ces individus ont-ils pu déjouer un dispositif aussi draconien? Durant des décennies, le destin des évadés est demeuré une énigme absolue. Cependant, plus d'un demi-siècle après, de nouvelles pistes font surface, et il se pourrait qu'aujourd'hui, 55 ans plus tard, ce mystère trouve finalement sa solution. Les détenus ont déserté leur geôle, se sont hissés sur la toiture et ont réussi à gagner les eaux de la baie de San Francisco. C'est de cette manière qu'ils ont dupé l'un des systèmes carcéraux les plus hermétiques de la planète. De récents éléments sont apparus, susceptibles de fournir la clé pour clore ce dossier classé sans suite. Alcatraz était-elle réellement inviolable? Pendant des dizaines d'années, on a pensé qu'il était strictement impossible de fuir le rocher. Réfléchissez-y, un centre de détention à sécurité maximale, perché sur un îlot rocheux, cerné par les courants glaciaux et violents de la baie. Même en parvenant à forcer sa cellule, où aller ensuite? Pourtant, 20 ans après, lors de ce jour décisif du 11 juin 1962, 3 hommes, Frank Morris et les frères John et Clarence Anglin, se sont volatilisés dans l'obscurité. Ils ont plongé dans ces flots hostiles, et plus aucun signe de vie. Pas de dépouilles, pas de traces. Rien que le silence. La majorité a conclu à la noyade, les ajoutant à la longue liste des tentatives ratées au fil du temps. C'était le point final de cette histoire, jusqu'en 2013, moment où la police de San Francisco a réceptionné un courrier glaçant débutant par ces mots « Mon nom est John Anglin. Je me suis évadé d'Alcatraz en juin avec mon frère Clarence et Frank Morris. » Était-ce authentique? S'agissait-il vraiment de John Anglin écrivant des décennies plus tard? Les autorités, dans le doute, ont gardé cette missive confidentielle le temps d'en vérifier la véracité. Mais en 2018, le FBI a formellement réactivé l'enquête. Un détail dans ce courrier avait capté leur intérêt. Faisons un petit retour en arrière. Alcatraz n'était pas une prison banale. C'était la prison. Édifiée pour être infranchissable, elle logeait certains des malfrats les plus redoutables d'Amérique. Al Capone, Machine Gun Kelly et d'autres figures notoires y ont purgé près de 30 ans. Alcatraz reposait sur la certitude que nul ne pourrait s'enfuir, bien que beaucoup s'y soient risqués. Durant ces 30 années, 36 individus ont tenté la belle. 23 furent rattrapés, s'y abattus, 2 se sont noyés et 2 ont simplement disparu. Cependant, en 1962, Frank Morris et les frères Anglin ont eu une approche distincte. Ils possédaient un stratagème si astucieux qu'il est encore analysé de nos jours. Frank Morris n'était pas un délinquant lambda. Il était brillant, un véritable tacticien selon certains. Il s'était déjà fait la malle d'autres établissements avant d'atterrir à Alcatraz. Frank a connu un départ difficile dans la vie. Orphelin à 11 ans, ballotté de foyer en institution, il a appris l'autonomie, mais sans repère, il a très vite basculé dans la délinquance. Dès 13 ans, première condamnation. Mais sur le rocher, Frank n'était pas isolé. Sa cellule jouxtait celle des frères Anglin et d'un autre détenu, Allen West. Ce voisinage a favorisé la conspiration, et ensemble, ils ont monté un projet d'évasion si téméraire et complexe qu'il semblait tout droit sorti d'un scénario de cinéma. Mais ce projet a-t-il abouti? Frank et les Anglin ont-ils gagné leur liberté cette nuit de juin 1962, ou la baie a-t-elle eu raison d'eux? Et ce courrier énigmatique de 2013, venait-il réellement de la main de John Anglin? Frank Morris n'était pas un braqueur ordinaire. C'était certes un hors-la-loi, mais aussi un intellectuel et un planificateur. Le genre d'individu capable de s'attaquer à un défi apparemment insurmontable, fuir une forteresse au milieu d'eau glaciale. Mais même les génies ne peuvent réaliser un tel exploit seuls, et c'est là que les frères Anglin, John et Clarence, entrent en scène. Ces deux-là n'étaient pas de simples voyous. Ils n'étaient pas que frères, ils étaient quasi inséparables. Élevés dans une famille démunie de 13 enfants dans la Floride rurale, ils ont assimilé 2 leçons très tôt, la survie et la solidarité coûte que coûte. La vie ne leur a pas fait de cadeaux. À un certain stade, la survie est devenue larcin, et le larcin les a menés derrière les barreaux. Avant Alcatraz, les Anglin ont séjourné au pénitencier d'Atlanta. Le souci là-bas, c'est qu'ils ne supportaient pas l'enfermement et ne s'en cachaient pas, tentant de s'évader à maintes reprises. Finalement, l'administration carcérale a jeté l'éponge et a expédié ces 2 détenus problématiques vers la prison du Rocher. Si Atlanta était un terrain de jeu,
Alcatraz était une forteresse, le terminus. Un lieu où s'évader n'était pas juste improbable, mais impossible, du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Alcatraz n'était pas qu'une prison, c'était aussi une manufacture. Les détenus fabriquaient des meubles, cousaient des uniformes et produisaient du matériel pour l'armée. Les frères Anglin, Maurice et Allen West ont compris que ce cadre industriel était idéal pour leur projet. Pourquoi? Les matériaux, bouts de bois, outils de peinture et surtout, de vieux imperméables. Mais rassembler le matériel ne suffisait pas, il leur fallait de la concentration, du temps et une diversion. Ils ont fini par obtenir tout cela. C'est ici que le stratagème devient stupéfiant. Ils ont confectionné des têtes de mannequins pour les placer dans leur lit. Ce n'étaient pas de simples oreillers sous les draps, mais de véritables œuvres d'art. Ils ont utilisé du dentifrice, du savon, de la poussière de béton, du papier toilette, de la peinture de l'atelier et de vrais cheveux humains récupérés chez le barbier. Imaginez un instant. Ces hommes n'ont pas juste planifié une fuite, ils sont devenus sculpteurs, et le résultat fut dès lors capable de duper même le gardien le plus vigilant lors des rondes de nuit. Quand les lumières s'éteignaient et que les matons faisaient l'appel, tout paraissait normal. Mais derrière les cloisons, la véritable magie opérait. Au début des années 60, le bâtiment vieillissait. Et qui dit vieux bâtiment, dit fissures, effritements et faiblesses structurelles. Avec des cuillères volées à la cantine et une perceuse artisanale faite d'un moteur d'aspirateur, le groupe a commencé à percer les murs de leurs cellules. Peu à peu, nuit après nuit, ils grattaient le béton. Mais qu'en était-il du vacarme? Personne n'allait-il remarquer le bruit sur les parois? Non. Car Maurice et les Anglin avaient une parade géniale, l'heure musicale. Les prisonniers avaient droit à une heure de musique quotidienne. L'un des complices jouait de l'accordéon pendant que les autres besognaient. La sonorité grave et répétitive de l'instrument couvrait le grattement et les cliquetis dans les cellules. C'était brillant. Après des semaines, voire des mois à creuser, ils ont réussi à traverser les murs pour atteindre un couloir technique dissimulé derrière. De là, ils ont grimpé vers le toit via un réseau de tuyauterie et de ventilation. Mais ce n'était pas fini. Il fallait traverser la baie, et c'est là que les imperméables entraient en jeu. Plus de 50 vieux imperméables ont été cousus ensemble pour former un canot de fortune et des gilets de sauvetage. Songez à la patience, à la ténacité et au cran nécessaire pour bâtir une telle chose dans une prison de haute sécurité. Mais un problème subsistait, le temps pressait. Chaque nuit de préparation était un pari risqué. La moindre faute, le moindre faux pas, et tout s'effondrait. Le 11 juin 1962. La nuit est tombée, la prison est étrangement calme, hormis les ronflements et quelques bruits métalliques lointains. Tandis que la plupart dormaient, Maurice et les Anglin étaient sur le qui-vive. C'était le moment attendu depuis des mois. Mais au moment de passer à l'acte, un incident survint. Allen West, le quatrième homme, a rencontré un obstacle. Le trou qu'il avait mis des mois à percer n'était pas assez large pour son passage. Il a poussé, gratté, mais le ciment résistait et leur tournait. Les autres ne pouvaient plus attendre. La mort dans l'âme, Frank et les frères ont abandonné Allen. Ils se sont glissés dans l'étroit corridor de service, avançant lentement dans la pénombre entre les tuyaux. Leur cœur devait battre la chamade en escaladant le conduit d'aération, se hissant vers la liberté, atteignant finalement le plafond. Mais la fuite continuait. Ils ont glissé sur une quinzaine de mètres le long d'un tuyau vers la cuisine, s'agrippant pour leur vie, les mains moites. Ils ont ensuite franchi des grillages surmontés de barbelés, déchirant leurs habits et leur peau au passage. Mais rien ne les arrêtait. Atteignant le rivage, là, couverts par la nuit et cernés par les eaux noires, ils ont gonflé leur embarcation faite d'imperméables et de colle. On peut les imaginer frissonnant, trempés, s'éloignant d'Alcatraz avec pour seul guide la lueur de la lune et leur volonté de faire. Au matin, la confusion a envahi le pénitencier. Les sirènes hurlaient, les gardes s'agitaient, et le directeur fixait les cellules vides, incrédule. Il l'avait fait. Il s'était échappé de la forteresse. Et Allen West? Toujours bloqué dans sa cellule, il n'a eu d'autre choix que de tout avouer. Il a révélé aux autorités le plan, le trajet et la destination. Il a affirmé que les fugitifs visaient Angel Island, pour y voler un véhicule et se séparer. Les enquêteurs ont foncé sur l'île, suivant les indications de West, mais ils n'ont rien trouvé. Pas de traces de pas, pas de radeau, pas de voiture volée. Comme s'ils s'étaient évaporés. Voici le point intrigant. On pense que le trio, sentant que West allait craquer sous la pression, a modifié son plan à la dernière minute. Sont-ils allés ailleurs? Avaient-ils un point de chute alternatif?
Le FBI a lancé l'une des chasses à l'homme les plus intenses de l'histoire. Durant 17 ans, ils ont vérifié chaque piste, chaque rumeur. Un mois environ après les faits, un cargo norvégien a signalé avoir aperçu un corps flottant à une trentaine de kilomètres du Golden Gate Bridge. Était-ce l'un d'eux? Le corps n'a jamais été repêché, et la piste s'est refroidie. La question demeurait, ont-ils survécu ou la baie les a-t-elle repris? Le 31 décembre 1979, le FBI a officiellement clos le dossier. Conclusion? Il est probable que les hommes se soient noyés. Affaire classée, dossier rangé, et le monde reste avec une énigme non résolue. Mais c'est le propre des mystères, ils ont tendance à persister, n'est-ce pas? Car de temps à autre, une lettre surgit, un témoignage est rapporté, une rumeur d'un homme en Amérique du Sud ou en Floride vivant incognito. Frank Morris et ses frères ont-ils réussi l'impossible? Ont-ils pu fuir l'inéluctable? Sautons jusqu'en 2013, quand le mystère de la grande évasion a pris une tournure stupéfiante. La police de San Francisco a reçu une lettre, mais pas n'importe laquelle. Elle était signée d'un homme recherché depuis des lustres, John Anglin. Je m'appelle John Anglin. Je me suis évadé en juin 1962 avec mon frère et Frank Morris. Ce n'était pas juste un aveu informel, la lettre regorgeait de détails sur la vie cachée de John depuis 50 ans. Il prétendait avoir vécu à Seattle, puis dans le Dakota du Nord, et enfin en Caroline du Sud. Mais le courrier révélait aussi une chose déchirante, John se mourait d'un cancer. Après des décennies de cavale, il se disait las de fuir, voulait de l'aide et était prêt à négocier avec le FBI. Mais c'est là que ça devient bizarre. Pourquoi un homme ayant réussi l'évasion la plus audacieuse de l'histoire resterait-il si proche du lieu du crime? Pourquoi la Californie du Sud, à quelques heures de San Francisco? Tout cela semblait louche. Les autorités ont pris la lettre au sérieux, mais ont prudemment lancé une expertise graphologique, des recherches d'empreintes et des tests médico-légaux. Ils ont tout tenté. En 2015, la chaîne History a diffusé un documentaire qui a remis de l'huile sur le feu. La famille Anglin a dévoilé des cartes de Noël manuscrites, prétendument envoyées par John et Clarence au fil des ans. Toutefois, les experts n'ont pu certifier la date de livraison de ces courriers. Vrai ou faux? Puis une photo a surgi. Un ami de la famille prétendait avoir vu les deux frères au Brésil en 1975. Il y avait même un cliché de deux hommes ressemblant aux Anglin. Mais les photos peuvent être trompeuses, non? Une image floue n'est pas une preuve irréfutable. Mais le moment le plus choquant est venu de Robert Anglin, un proche. Sur son lit de mort, Robert a fait une confession qui a laissé tout le monde sans voix. Il a assuré que ses frères l'avaient contacté en 1963, un an après l'évasion. Selon lui, le contact a perduré jusqu'en 1987, date à laquelle les échanges ont brutalement cessé. Leur est-il arrivé quelque chose ou ont-ils perdu confiance en ce lien familial? Le documentaire n'a pas tranché, mais il a dressé un portrait, celui de deux hommes qui ont peut-être réussi à quitter Alcatraz vivants. En 2018, face à la lettre et aux preuves familiales accumulées, le FBI a rouvert le dossier Alcatraz. Des équipes forensiques ont réexaminé la lettre de 2013 sous toutes les coutures. Empreinte, ADN. Y avait-il une trace infime dans les fibres du papier? Un résidu de salive sur l'enveloppe? Ils ont comparé l'écriture avec des échantillons des trois fugitifs. Cela semblait être un tournant. La vérité était peut-être à portée de main. Mais le verdict est tombé, non concluant. Pas d'empreinte, pas de correspondance ADN solide, et l'écriture? Trop d'incohérences pour certifier. La chaîne locale KPX a dévoilé l'info, révélant le flou artistique du FBI. L'un de leurs experts a résumé la situation. Leur verdict final laisse tout en suspens. La lettre est passée de percée potentielle à énigme totale. Pendant que le FBI analysait, l'US Marshal Service, chargé de la traque des fugitifs, restait sceptique. Dans un communiqué, ils ont totalement rejeté la lettre. Ils n'y sont pas allés par quatre chemins, aucune raison de croire que l'un d'eux aurait changé de vie pour devenir un citoyen modèle après une telle fuite. Selon eux, des criminels endurcis comme Maurice et les Anglin ne se seraient pas simplement rangés, trouvé un boulot et payé leurs impôts. Ils soutiennent que les gens ne changent pas du jour au lendemain, surtout des hommes auteurs d'une évasion historique. Mais c'est là que ça devient captivant. En 2024, des chercheurs ont mené une étude scientifique avec des modèles informatiques pour recréer les conditions de cette nuit de juin 1962. Ils ont pris en compte les marées, les courants, la température de l'eau. Et le résultat? Étonnamment optimiste. Si le trio s'était mis à l'eau au bon moment,
durant une fenêtre précise où les courants poussaient vers Angel Island, la survie était possible. Pas facile, certes, mais pas impossible. Cette étude a crédibilisé une thèse longtemps rejetée, ils auraient pu survivre à l'impossible. Pourtant, malgré les théories et les photos floues, une vérité demeure, on ignore toujours si Frank, John et Clarence ont atteint la liberté, disparu dans l'ombre pour recommencer une vie sous une fausse identité, ou si les eaux glaciales de la baie les ont engloutis, effaçant leur histoire dans le silence de la nuit. Et s'ils avaient survécu, où sont-ils allés? Comment ont-ils vécu? Si cette lettre de 2013 venait vraiment de John, pourquoi prendre le risque d'un contact après tant d'années? L'affaire est officiellement ouverte. Les Marshall refusent de clore le dossier sans preuve tangible, comme des corps ou des hommes menottés. Mais soyons réalistes, la probabilité que cela arrive après 60 ans est infime. La vérité sur Alcatraz restera peut-être à jamais l'un des mystères les plus fascinants d'Amérique. C'est un récit de détermination, d'ingéniosité et de soif de liberté. Qu'ils aient péri ou vécu paisiblement, une chose est sûre, ils ont marqué l'histoire. Maurice et les Anglins ont-ils réussi à berner la prison la plus sûre et à vivre libre? Ou ont-ils été aspirés par la baie? Qu'en pensez-vous? Laissez vos théories en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous pour d'autres histoires incroyables. Rappelez-vous, certains mystères sont faits pour durer. À la prochaine, restez curieux.